Bonjour à tous. Donc je suis Camille Théron et je suis consultante en relations clients. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un plateau d'experts sur le sujet complémentarité digitale humain. Donc ça va être le sujet de notre table ronde. Je vais juste introduire en disant que les besoins des clients évoluent. De toute façon, la société évolue et donc les clients et prospects sont habitués à beaucoup plus de rapidité, de temps réel et d'hyper-personnalisation, d'autonomie et de fluidité dans les process, mais aussi dans les relations globalement. Donc je vais laisser notre plateau se présenter un par un, et puis ensuite on parlera de cette complémentarité aujourd'hui entre digital et humain et les perspectives pour demain. Bonjour, donc je suis François Henry, je suis l'un des fondateurs de la société Plug Company. On propose en fait une solution d'appel sortant qui permet justement aux conseillers de pouvoir rappeler plus facilement leurs clients. Et donc je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus. Bonjour à tous, je suis Tony Chavat, le directeur de l'expérience pour Floa, l'expérience client. Et effectivement, ce thème, comme je le disais tout à l'heure en backstage, nous parle beaucoup chez Floa, puisqu'on a une fintech de BNP Paribas avec un modèle très digitalisé et sur toute la chaîne des opérations. Donc on aura le temps d'en reparler un petit peu. Oui, bonjour, je suis Franz Fodéré, donc le fondateur et le président de Zion. Donc Zion est une société d'intelligence artificielle qui est dédiée à la relation client et spécialisée sur le secteur de la banque assurance. Voilà, la particularité de Zion, c'est que nous développons nos propres technologies d'intelligence artificielle en France, dans plusieurs domaines, la reconnaissance de la parole, la détection des émotions, et puis aussi l'IA générative, on en reparlera. Et notre offre se décompose en deux gros volets, un volet expérience client, pour résumer des bots, vocaux ou écrits, et un volet expérience collaborateur, avec l'accompagnement des conseillers en temps réel ou en asynchrone. Bonjour, Thibaut Nguyen de Cossette. Donc, je suis directeur commercial de la société Participe. On est éditeur de logiciels de solutions de souscription digitale aux produits financiers pour le compte de nos clients. Et on adresse des marchés qui vont du B2B, donc l'investisseur ou le souscripteur final, client, et aussi les intermédiaires. Donc, on a deux types d'expériences clients différentes. Merci. Bonjour, Annie Ramzi. Moi, je suis le directeur général Europe de Persado. Persado, c'est une intelligence artificielle générative qui existe depuis une dizaine d'années. Le siège est à New York. Pour décrire de façon très imagée ce que nous faisons, il s'agit d'une IA générative qui permet aux grandes banques, que ce soit européennes, on travaille avec aussi les grandes banques américaines, eh bien, de parler à leurs clients sur leurs canaux digitaux comme ceux-ci préfèrent qu'on leur parle. Donc en fait, on aide nos clients à trouver les bons mots, le bon langage, la bonne sémantique pour que ça résonne pour leurs clients. Et quand vous faites ça, il se trouve qu'il y a des impacts très forts en termes de business. Et peut-être que je vous en toucherai un mot un peu plus tard. Oui, voilà, on va commencer sur cette question. Alors, je tiens à préciser que quand on parlait de digital, sur la complémentarité digital-humain, on parle de la technologie au sens large, digital, mais aussi intelligence artificielle, parce que dans la préparation, on m'a bien dit que c'est pas forcément très clair de parler que de digital. Je voulais qu'on commence par Floa Bank, qui est directement en contact avec des clients sur le couplage en fait digital humain et comment ça permet d'améliorer et d'optimiser la relation client, notamment sur l'identification du client, les rebonds commerciaux et puis la gestion des irritants avec l'aide dans la gestion des émotions ou en tout cas la perception des émotions du client vis-à-vis de l'agent. Alors il y a plusieurs sujets. Plusieurs sujets, désolé. Il y a plusieurs sujets. Alors déjà chez Floa, notre modèle étant très digitalisé, on a très tôt engagé ce qu'on appelle des game changers, donc des technologies d'automatisation, de robotisation pour nos parcours clients, pour la souscription, pour la relation client. Et donc on les a positionnés vraiment en posture, c'était il y a quelques années maintenant, en posture de self-care sur des tâches répétées et récurrentes. Et le temps gagné est réinvesti auprès de l'agent pour justement personnaliser un peu plus la relation avec des coachings budgétaires, avec des spécificités de l'agent sur de l'attrition, sur de l'avant-vente, sur de l'assurance. Et c'est ce modèle hybride qui a permis de faire des gaps qualitativement, des gaps aussi, il faut se le dire, économiques, mais surtout qualitativement, puisqu'aujourd'hui, et déjà à l'époque, et encore plus aujourd'hui,
On a toujours eu ce besoin d'instantanéité dans le traitement auprès d'un service client comme auprès d'un service marchand, hein, B2B, B2C. Et ces premiers game changers à l'époque apportaient déjà le fait de pouvoir avoir un dispositif plus 24/24, 7/7, mais aussi, et ça c'est vraiment le modèle très hybride chez Floa, de réinjecter le temps gapé, le temps gagné, vers nos agents, où on les positionne vraiment sur de la valeur à plus forte valeur, des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, il y a des nouveaux game changers hein, qui arrivent aujourd'hui, tu le disais juste avant sur l'IA générative. L'IA au sens large, nous ça fait maintenant près de 2 à 3 ans qu'on travaille sur de l'intelligence artificielle et notamment pour le traitement des réclamations, pour la détection des émotions sur nos parcours web, mobiles et applis. Et cette IA est branchée 24/24 et permet d'apporter de la data auprès de nos agents en temps réel pour justement adapter encore une fois une posture. C'est vraiment, je vais prendre le terme plusieurs fois, mais ce modèle très hybride qui permet de créer une valeur additionnelle, autant pour le client avec un dispositif automatique et 24/24, mais autant pour l'agent avec de la data qu'il n'avait pas avant. Et donc, il adapte aussi son discours en fonction de ce que l'IA lui remonte en temps réel lors d'une conversation, comme par exemple si le client était plutôt un détracteur ou si le client a vécu une mauvaise expérience sur un parcours de souscription. Donc, cette IA a été interconnectée chez nous il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est sur une autre IA qu'on appelle plutôt générative. Hein. Il y a vraiment des modèles très spécifiques. Je pense qu'on en reparlera tous un peu. Où cette fois-ci, on a une IA générative vocale et conversationnelle qui apporte cette évolution qu'on a mis en place il y a quelques années sur les premières générations de callbots et de chatbots et vient apporter sa technologie pour les booster, pour apporter encore plus d'automatisation sur des tâches très précises et répétées. Et encore une fois, avec une vraie complémentarité sur nos agents, un système de copilotage où nos agents sont de plus en plus positionnés sur, encore une fois, de la solvabilité, sur de l'assurance, sur du rebond commercial, sur de la fidélisation. Et donc, c'est un modèle qui, aujourd'hui, en ROI, forcément, apporte tout de suite une VA immédiate, mais en qualité de service, c'est assez aussi remarquable. Je finirai juste là-dessus parce que j'ai quelques membres de mon équipe dans la salle et ils vont être contents si je fais ce petit clin d'œil. Mais on a été aussi récompensé plusieurs fois au sein de l'élection du service client de l'année, 6 fois de suite sur notre modèle. Et c'est cette reconnaissance qui nous pousse aussi à continuer à apporter ce modèle hybride entre technologie et humain. Très bien, merci beaucoup. Sur Zion aussi, on a le digital qui génère beaucoup de bénéfices. On a d'abord l'automatisation des process, mais ensuite, on a aussi une fluidité et on connaît tous le Customer Effort Score, donc il faut que ce soit fluide dans la relation client. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, mais j'ai essayé de continuer de préciser parce que finalement, toi, tu as le point de vue de l'entreprise hein, qui a des clients. Nous, on a le point de vue de l'éditeur hein, et nos clients, ce sont les entreprises. Donc effectivement, on a tous assisté ces 15 dernières années au développement considérable du digital, hein, avec tous les bénéfices qu'on a pu voir en tant qu'utilisateur hein, et aussi en tant qu'entreprise. Je pense qu'on arrive là progressivement à une sorte de limite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire marginalement plus d'automatisation, tu le dis, mais il y a une certaine limite et on se rend bien compte qu'en fait le besoin de parler à un client, le contact humain, il reste très important. Il y a une étude là, qui est sortie il y a quelques mois de Zendesk, une étude annuelle qui montre qu'en fait le contact humain pour les demandes complexes et les assistances personnalisées, ça reste la priorité des clients, et en particulier sur le canal téléphonique qui est de loin le canal privilégié des clients. Hein, donc ce n'est pas un canal qui est mort, au contraire, et le vocal est aussi un canal de communication préféré pour les clients. Donc une fois qu'on a dit ça, quelles sont les implications concrètes en termes de technologie? Donc, il y a 2 axes, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a la partie des bots, donc c'est clairement de l'automatisation. Donc si on veut se focaliser sur le lien entre l'humain et le digital, ce qui est important pour moi, c'est la fluidité du parcours client. C'est-à-dire comment on arrive à assurer une transition la plus fluide possible, la plus complète possible, entre ce qui est fait en digital, et bon, a priori automatisé, avec ou sans IA d'ailleurs, et la partie avec le conseiller. Donc le point particulier, c'est le transfert de contexte. Comment on arrive à passer l'information utile en temps réel au conseiller pour qu'il puisse après reprendre l'interaction sans répétition, sans perte d'information. Ça, c'est vraiment le point majeur. Le deuxième point, ça peut être de la personnification. Ça, c'est au choix des entreprises. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez personnifié ou pas votre IA, mais ça peut être aussi une façon. Voilà. C'est aussi une façon
Alors chez nos clients, par exemple, la Banque Postale, Lucie est la conseillère virtuelle. Chez ProBTP, il y a Ariane. Mais au-delà juste de la com, c'est vraiment un programme de changement interne. C'est-à-dire que c'est une collaboratrice dans l'équipe qui est en charge des interactions qui sont finalement les plus répétitives, les plus faibles valeur ajoutée, dont finalement personne ne veut vraiment se charger. Voilà, donc ça c'est la partie automatisation. Et après, il y a un autre sujet qui est la partie accompagnement du conseiller en temps réel. Alors là, c'est tout à fait différent. L'enjeu pour moi, c'est un enjeu en fait de collaboration. C'est comment on arrive à faire collaborer l'humain et l'IA. Et ça passe notamment par de l'adoption des technologies, de la formation, et puis aussi des solutions qui sont pensées dès le début, au plus en amont dans la R&D, comme des solutions qui vont être utilisées par des conseillers qui font le métier de relation client. De manière à ce que ces solutions, elles soient fluides, elles soient performantes, elles soient pertinentes, elles soient fiables, et elles inspirent de la confiance. Voilà. Donc ça, pour nous, l'enjeu chez Zion, c'est d'arriver à travailler sur cette collaboration entre le conseiller de clientèle et nos solutions d'IA. Très bien. Merci. Et participe, alors Thibaut, quand on a préparé la table ronde, tu nous as parlé des limites aussi de la digitalisation en fonction du client final, en fonction de son, est-ce qu'il est digital native ou pas, par exemple. Et donc, il y a une variabilité du curseur entre humain et digital ou technologique qui va être fonction finalement du client. Et ça, c'est vraiment la super bonne pratique de pouvoir démarrer un process sur un canal, continuer au téléphone, finir sur un dernier canal. Donc, explique-nous peut-être, participe, comment vous gérez ça. Ouais, merci. Deux choses sur lesquelles je souhaite rebondir. D'abord, sur Floa Bank, le sujet en fait de la confiance est central. Alors aujourd'hui, on a de l'IA, mais je pense que vous avez tous vu une pub là, qui est passée il y a, je sais pas, une douzaine de mois, une dizaine de mois, d'une banque qui mettait en scène quelqu'un qui voulait parler à un conseiller, qui n'avait qu'un robot qui lui parlait, etc. Alors, sans aller forcément dans la caricature, il y a en fonction des produits et des profils d'utilisateurs. Alors, les utilisateurs, ça peut être le client final, quel que soit son âge et ses habitudes de consommation digitale, que ce soit via un mobile first ou sur l'ordinateur ou sur un Mac, une tablette, je ne sais quoi. Et également la complexité du produit à gérer. Je m'explique. Sur certains produits très simples, on demande une instantanéité de réponse et une facilité de l'interface à, une fois qu'on a rentré un certain nombre d'inputs dans le parcours, d'avoir une réponse automatique. Pour d'autres, je pense notamment à des produits complexes. Alors nous, chez Participe, on gère des produits de type SCPI, des produits d'assurance vie, qui sont des produits assez longs pour constituer le bulletin de souscription et assez importants et engageants de la part du client, c'est-à-dire c'est des sommes qui ne sont pas neutres, souvent qu'on met dans ce type de produit-là. Et ben, on a besoin d'avoir cette relation de confiance à un moment donné avec quelqu'un qui est autre chose qu'une IA ou autre chose qu'un robot. Cela dit, ça n'enlève absolument pas la nécessaire digitalisation également des outils à disposition du conseiller pour répondre à son client. Et nous, sur notre marché, en fait, on adresse deux types de end-users. Le premier, c'est le souscripteur ou l'investisseur, donc vous et moi. Et la seconde catégorie sont évidemment les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont qui? Ce sont les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers en agence bancaire. Et ces gens-là ont un rôle central sur des produits qui vont être des produits assez lourds en termes d'engagement de la part du client et sur lesquels il faut que forcément il y ait une étape de relais de confiance auprès du conseiller. Et donc nous, on peut faciliter les interfaces de saisie pour les optimiser, on fait de l'A/B testing sur nos parcours, etc., pour faire en sorte qu'un contrat, un formulaire d'assurance vie soit rempli en moins de 10 minutes avec les KYC, le profiling investisseur, etc. Mais à côté de ça, on doit aussi développer des outils digitaux qui permettent au conseiller très rapidement de revenir vers son client, d'avoir des alertes. Alors, on n'est pas dans l'IA directement, on est un peu old school. Nous, on a vraiment des éléments qui remontent. C'est un peu une école où on est en API, mais on n'a pas plugué d'IA sur notre parcours et qui permet de remonter des alertes au conseiller pour qu'il intervienne à un instant T. Et donc, il y a forcément un moment, un décrochage digital qui doit être nécessairement intégré dans le digital journée, le parcours digital du end-user. Très bien, merci beaucoup. On a parlé du contact humain et François, dans la préparation, nous a dit le digital a réduit les opportunités de contact. Et c'est tout à fait vrai. Donc il y a moins de relations spontanées et les relations spontanées généraient quand même aussi du business. Donc comment Meet Me Call répond à cette problématique ? Effectivement, nous, notre terrain de jeu, c'est vraiment cette partie relation entre le conseiller et son client. C'est vrai, comme tu le disais,
La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que le digital fait que les clients aujourd'hui sont beaucoup plus autonomes. Voilà, on n'a plus besoin d'appeler son conseiller ou de pousser la porte de l'agence pour effectivement faire une demande. On le fait automatiquement. Donc, or, effectivement, dans la banque, on parle d'argent et on a besoin effectivement d'une relation humaine, on a besoin de confiance, on a besoin de savoir à qui on confie son argent, et donc on a besoin de cette relation. Donc, ce qu'ont fait les banques, ce qu'elles font, ce que font nos clients, alors nos clients sont majoritairement dans les banques et chez les assureurs ou assureurs mutualistes. Ils commencent ou ils essaient de faire de la proactivité, c'est-à-dire de faire en sorte que les conseillers puissent appeler leurs clients pour, et ça c'est ce que disent à chaque fois nos clients, pour lutter contre cette baisse qui chaque année est de 15 à 20%, cette baisse des flux spontanés des clients qui n'appellent plus en fait. Donc ils essaient de mettre en place de la proactivité, mais généralement ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est toujours les mêmes clients qui sont appelés. En gros, 70% des portefeuilles de clients ne sont jamais appelés par les conseillers et on appelle toujours les mêmes 30% de clients, et on sait pourtant que c'est ça qui va faire leur fidélité. Donc ce qu'on a imaginé, nous, c'est une solution qui permet en fait d'inverser l'appel sortant et de le transformer en appel entrant. Donc en fait, notre solution qui s'appelle Meet Me Call va appeler un certain nombre de clients et leur proposer d'être mis en relation immédiatement. Donc on n'est pas dans un dépôt de message, on n'est pas dans un rappel ultérieur. On met en fait immédiatement en relation un client qui le souhaite avec le conseiller de son agence ou d'un centre d'appel. L'idée, c'est effectivement de mettre tout le monde dans les meilleures situations. Un client dont on respecte le souhait d'être mis en relation avec le conseiller, et un conseiller qui, lui, va pouvoir effectivement ne prendre des appels que de clients qui ont souhaité lui parler. Donc en fait, on rend l'appel sortant quasiment aussi facile qu'un appel entrant spontané. Donc derrière, les vrais bénéfices, c'est que on va pouvoir appeler en 1 heure, en fait, ce qu'on peut comparer 16 fois plus de clients. On va pouvoir parler à 3 fois plus de clients et puis transformer 2 fois plus en termes d'impact commercial. Et le dernier point que je voulais indiquer, c'est que, en fait, on est vraiment une solution qui permet d'appeler beaucoup plus de clients, un beaucoup plus grand nombre de clients. Et en fait, ce que démontrent certains de nos clients, je pense au Crédit Agricole par exemple, qui le constatent en ce moment, c'est que des clients qui ont été appelés, auxquels on a témoigné la volonté de leur parler, même s'ils n'ont pas demandé la mise en relation avec un conseiller, dans les 60 jours qui vont suivre, vont 8 fois plus s'activer que des clients qui n'auront pas été appelés. Parce qu'effectivement, le fait de témoigner cette volonté de parler va faire effectivement que le client va être alerté et va ensuite effectivement convertir davantage. Oui, du coup, c'est consenti et donc l'appel est qualifié. Oui. C'est comme ça que ça optimise l'humain. Annie, peut-être sur Persado, donc on a parlé de l'humain, le contact téléphonique, il y a aussi le wording qui compte beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit aux clients, même avec l'IA générative, comment Persado répond à ce sujet-là? Oui, alors en fait, si on part de cas très concrets, prenons des banques telles que Société Générale, telles que BNP Paribas ou Crédit Agricole. Tous les jours, ces banques exposent à des millions de clients des messages sur les canaux numériques, que ce soit des emails via des emails, des SMS, le site web, que ce soit l'application. Donc ce sont des millions de personnes qui sont exposées à ces contenus digitaux. Et ces contenus ont tous un objectif commun, c'est de motiver les bipèdes que nous sommes à agir positivement, à interagir positivement avec que ce soit pour souscrire une offre, que ce soit pour télécharger une application, que ce soit pour souscrire à un programme de fidélité, peu importe. Et il se trouve que nous, bipèdes que nous sommes, les mots qui sont employés pour nous parler sont particulièrement importants. Et ce qu'on observe, c'est que 60 à 80% de la performance d'un message est fonction directement du choix des mots, du choix de la sémantique employée. Et donc Persado n'est autre en fait qu'une intelligence artificielle unique en son genre, je vais expliquer pourquoi, qui permet de générer les messages, les mots, la sémantique qui va résonner le plus pour une audience donnée, un segment donné ou même un individu donné. C'est une couche parmi voilà, c'est ce qu'on appelle techniquement un domaine spécifique LLM. On va appeler ça vertical. Maintenant, on voit que les nouveaux LLM se définissent comme horizontaux.
hein, que ce soit Mistral AI communique là-dessus, les Llama et autres, sont des modèles horizontaux. Nous sommes un modèle vertical. Alors, contrairement aux autres modèles qui ont aspiré le web depuis une dizaine d'années, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a alimenté notre machine learning depuis fort longtemps avec ce qu'on appelle les Real Customer Interactions, donc toutes ces performances liées à des mots. Voilà, donc ça, c'est ce que fait en bref Persado. C'est une IA qui est exploitée par les 7 plus grandes banques américaines, par les plus grandes banques au UK, et on a le plaisir de travailler avec des banques françaises qui activent ça. Juste pour terminer là-dessus, c'est très intéressant parce que c'est aussi parfois contre-intuitif. C'est-à-dire que quand j'observe même ce que le titre de notre panel, là on a une IA qui permet à des grandes banques, ou à des banques, de parler à leurs clients de façon plus humaine que ce qu'elles font aujourd'hui, alors que c'est la production de... Voilà, malgré tout, l'humain a un rôle. L'humain a un rôle très important, et je vous remercie de soulever le point, c'est que aucun des contenus produits par cette intelligence artificielle n'est exposé aux clients sans qu'il ne soit validé par la banque. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Par un bipède. Par un bipède. Très bien. Vous avez compris ma passion pour les bipèdes. Oui. Ok, donc du coup, on se rend compte que on est passé au départ le digital et globalement la tech qui vient aider l'agent pour travailler dans le cadre de l'automatisation, ce genre de choses. Et finalement, là, on se rend compte d'un renversement où l'humain vient compléter les capacités du digital. Hein. Il arrive à un autre moment dans la chaîne. Du coup, ce serait intéressant d'avoir votre avis sur votre vision du futur. En fait, quels sont les enjeux pour cette complémentarité? On parle de plus en plus d'hybridation finalement, parce que en fonction du client, en fonction du produit, en fonction du process, le curseur va être différent. Mais peut-être que Tony, tu peux commencer sur ta vision du futur et vers où on va. Oui, question vaste. Juste, je vais peut-être préciser un élément qui me semble important, parce qu'on parle beaucoup de technologie et on parle d'humain, mais beaucoup de technologie. L'un est au service de l'autre. Quand on regarde, alors je parle pour mes clients, quand je regarde les 5 à 6 millions d'interactions qu'on a par an sur le B2C FR uniquement, puisqu'on est européen, mais juste sur la France, on voit bien que, pour revenir sur la téléphonie, que c'est toujours un opt-in. Mais la téléphonie est aujourd'hui dans un usage très précis. C'est-à-dire, globalement, les clients vont chatter avec nous sur WhatsApp, vont parler avec un callbot ou avec un chatbot sur notre appli ou sur notre site. Mais lorsqu'il s'agit d'actes plus sensibles, comme par exemple, j'ai un prélèvement automatique, je ne le comprends pas, je veux changer un RIB, bien sûr, là, le rapport humain est de nouveau prioritaire. Donc c'est cette hybridation que la technologie apporte et qu'on intègre dans notre dispositif qui permet de nouveau de créer de la valeur. Pour vous donner un chiffre réel, la part d'usage du téléphone chez Floa, sur les 5 millions de contacts, en 2017, c'était 75% de téléphonie pure. À l'heure où je vous parle, c'est 23%. Le reste du temps, nos clients, ils sont sur les médias digitaux, sur les messageries instantanées, sur les plateformes d'IREP, sur les réseaux sociaux. Mais ils nous téléphonent sur des cycles très précis qu'on connaît. On a ces marqueurs-là. Et donc, du coup, opérationnellement aussi, il y a du changement, il y a cette culture à apporter et il y a ce dispositif à adapter. Mais tout ça, pour l'attendu, pour l'exigence des clients et des partenaires. Donc, la technologie n'est pas là pour remplacer quoi que ce soit. Elle est là, encore une fois, pour scaler les modèles et apporter de la valeur à nos agents, à nos conseillers, mais aussi pour nos clients. Ce qui change peut-être, un peu le profil des gens derrière le téléphone, parce que beaucoup plus d'experts que... Justement, étant donné que nous, on réinvestit beaucoup de valeur sur de la formation auprès de nos agents sur, la culture digitale, forcément, qui est très présente chez nous, sur justement des actes plus précis, sensibles. On est sur une verticale business réglementée, hein, on fait partie d'une fintech de l'écosystème BNP Paribas, on en parlait juste avant, donc avec effectivement un panel de contrôle et de conformité important. Donc on pilote, il faut que la technologie reste pilotable à notre main. Et c'est pour ça qu'on l'active vraiment sur des tâches précises ou à des endroits précis pour aussi soigner un irritant. Par exemple, la téléphonie, on connaît tous ce pain point, qui est le temps d'attente.
Aujourd'hui, on le pilote, le temps d'attente. On est capable de dire à un client, n'attends plus, on t'envoie un SMS, tu vas pouvoir dialoguer avec nos agents qui sont sur des plateformes digitales et qui traitent en simultané. Et du coup, les qualités de service, là encore, gap, évoluent. Et c'est cet apport technologique qui est intéressant de regarder aussi et de mesurer. Pour répondre à ta question rapidement sur la vision des choses, moi je pense que, de toute façon, je pense que vous allez en entendre beaucoup parler aujourd'hui de l'IA générative, mais, et puis pas que aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies, de ces game changers. Encore une fois, dans le modèle FLOA, très vite, on a intégré des technologies, comme le précisait tout à l'heure Zion, sur les callbots, les chatbots et l'automatisation de certaines tâches. L'IA doit être vraiment positionnée, enfin en tout cas on la positionnera comme ça chez FLOA, comme un vrai copilote, c'est-à-dire au service d'eux, pour faire évoluer un modèle, un parcours, pour simplifier une souscription, mais l'agent, l'humain, reste la pierre angulaire au dispositif, pour octroyer un dossier, pour accompagner un client dans la durée, pour répondre à des moments difficiles aussi sur la chaîne opérationnelle, je pense notamment au recouvrement ou à des moments de vie difficiles. L'humain a toute son importance, mais l'IA doit lui apporter soit de la data, parce que le cœur du réacteur, c'est la donnée aussi, hein, c'est de la data augmentée pour améliorer une posture, améliorer un discours, améliorer un parcours, mais pas le remplacer. C'est vraiment cette complémentarité, ce modèle hybride qu'on déploie. Okay. Thibaut, tu nous as dit aussi dans la préparation de cette table ronde que simplifier n'est pas déshumaniser. Donc c'est cette complémentarité qui va aussi bouger quand même les années à venir. Donc comment tu vois le futur ? Alors le futur, déjà pour voir le futur, on va regarder le présent. Le présent, pour moi, c'est toute la partie. Notre métier, vous avez bien compris, c'est du front principalement, que ce soit intermédiaire ou directement au consommateur. Donc c'est là où vous allez vous connecter pour souscrire un service. En l'occurrence, c'est des produits financiers, des assurances principalement, mais pas que. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut se rendre compte que, et je crois que notre panel en témoigne, la plupart des fournisseurs sont digitalisés, sont en front et c'est plutôt bien fait, ça va vite, on apprend, on optimise, on met des couches effectivement d'IA, de chatbot, de web to call, web callback, pardon. En revanche, ce qui se passe, pour moi, le futur, c'est derrière. C'est que souvent, on a des fronts qui sont très efficaces parce qu'ils sont générateurs de valeur et on a des métriques, des KPI qui nous permettent de voir, là, voilà, j'ai eu plus de souscriptions, j'ai eu plus de volume, tout va bien. Derrière, le traitement est souvent l'enfant pauvre. Donc, on a certains métiers qui ont des back-office qui marchent bien, mais il y a d'autres métiers où il y a des chaînes d'intervention humaine, je pense notamment, je reprends l'exemple en fait de certains produits financiers type gérés par des sociétés de gestion, des asset managers, où vous avez plusieurs départements de compliance avec ce qu'on appelle des line of defense qui doivent aujourd'hui, en fait, à l'ancienne, vérifier chaque PDF et les renvoyer en fait dans le cycle. Toute cette partie back-office me semble un petit peu en retard par rapport à tout ce que le front apporte. Et pour moi, si tu me parles de futur, je vais parler d'un des enjeux du futur de nos métiers, c'est de synchroniser les technologies qui sont beaucoup développées. On met beaucoup d'argent effectivement sur toute la partie, tu parlais de l'IA générative, etc., pour dynamiser en fait les flux entrants de souscription et de clients. Mais derrière, la gestion ne suit pas toujours et les métiers sont parfois beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Et c'est pas simplement saisir un formulaire et puis rentrer son KYC et uploader sa carte d'identité. Derrière, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc pour moi, l'enjeu, il est là. C'est pas une vision très comment dirais-je, avec une solution pour l'avenir, mais je pense que l'enjeu pour tous les acteurs, notamment les éditeurs de logiciels, il va être d'adresser les problématiques back-office. Et donc, par exemple, pour la souscription de produits très complexes, avec beaucoup de pièces à télécharger, l'identité numérique est une solution. Absolument, ça c'est un use case dont on a parlé en préparation. Effectivement, moi j'ai un prospect actuellement qui me dit j'ai une interface de saisie pour un produit suffisamment simple et grand public, mais j'ai besoin de plotter 7 pièces différentes, qui sont des pièces parfois qu'on a sur ton téléphone, un scan de sa carte d'identité ou de son passeport, mais parfois qu'on n'a pas, c'est un avis d'imposition ou c'est un justificatif de domicile qu'on n'a pas toujours. Et donc ils ont un fort taux de décrochage. Et de décrochage lors du parcours de souscription à un produit qui est simple. Donc une des solutions, c'est de passer par l'identité numérique, le fait de pouvoir avoir un outil qui permet de scanner visuellement avec son téléphone portable, parce que c'est une solution mobile first, bien sûr, et de pouvoir en fait uploader, alors peut-être ne serait-ce que déjà 30%, 40%, 60% ou 70% des pièces manquantes pour faire en sorte qu'il y ait le moins de décrochage possible. Et là, on surfe encore, mais ça, j'ai pas trop de soucis, je pense que tu en parleras mieux que moi. La technologie évolue très vite là-dessus, mais c'est vraiment encore aujourd'hui
en 2024 des problèmes qui sont des problèmes centraux. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, peut-être vous avez géré ça chez Floa, quand il y a plusieurs documents et des systèmes de décrochage. C'est des problématiques qui sont vraiment terre à terre. Et on pourra faire un petit peu tout ce qu'on veut en dehors de la solution de la reconnaissance par vidéo à partir de son téléphone. Moi, aujourd'hui, j'en vois pas d'autres. Mais voilà. Et alors, François, on a parlé aussi d'un enjeu fort. On a dit que le téléphone était important, hein. C'est donc le taux de joignabilité et la confiance dans des appels qu'on peut recevoir. Oui, effectivement, comme vous l'avez compris, on permet, nous, à des conseillers de pouvoir appeler plus facilement leurs clients. Mais la difficulté aujourd'hui, avec tous les appels que vous recevez, j'imagine, en permanence, de gens qui veulent vous vendre de l'énergie pas chère ou je ne sais pas trop quoi, il y a aujourd'hui, ou du CPF, il y a aujourd'hui une perte de confiance dans les appels sortants, enfin dans les appels que vous recevez. Donc nous, effectivement, par rapport à l'avenir, qui est un avenir proche, on voit arriver un certain nombre de certificats, notamment c'est un certificat qui s'appelle SteerShaken, dont vous allez peut-être bientôt entendre parler, que les opérateurs sont en train de mettre en place, qui va permettre en fait d'authentifier un appel sortant. Donc ça veut dire qu'un appel qui sera émis à partir, alors certainement à partir d'octobre ou du début de l'année prochaine, qui sera émis par une banque ou par un assureur ou autre, va pouvoir être certifié. Donc les opérateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit l'appel sortant sera certifié et ils le laisseront passer, soit l'appel sortant ne sera pas certifié et pour le coup, ils auront la possibilité, je ne dis pas que ça se fera tout de suite, mais ça va se faire, de le couper, c'est-à-dire de ne pas le faire abouter. Donc nous, clairement, on voit ça comme un vrai enjeu pour nous et un vrai bonheur pour nous parce qu'effectivement, on va pouvoir continuer à faire de l'appel sortant, quelque part validé par les opérateurs. Et le deuxième, pour nous, l'avenir, effectivement, on facilite ces appels sortants, donc la mise en contact entre un client et un conseiller. Mais effectivement, ce qui est complexe ensuite pour les conseillers, c'est en 5 minutes de pouvoir dire des choses qui vont captiver le client, qui vont l'intéresser. On n'est pas du tout en appel entrant, il faut lui raconter quelque chose. Et c'est vrai que ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est dans ce qu'on appelle le souffleur, c'est-à-dire cette information qui apparaît au conseiller lorsqu'on le met en relation avec un client, c'est d'avoir un souffleur qui soit enrichi, alors cette fois-ci justement avec de l'intelligence artificielle, donc des solutions qui sont des solutions du marché, qui peuvent être soit Zelros, soit Minalea avec lesquelles on réfléchit, qui effectivement vont permettre de pousser de l'information qui permettra au conseiller d'être beaucoup plus dynamique, de pouvoir apporter des informations très très précises au client et de pouvoir également même interagir avec lui en fonction de ses réponses. Donc voilà en gros les deux enjeux pour nous dans les années qui viennent. Donc un enjeu de réglementation qui pourra servir le client et la banque. Et justement, Franz, on a parlé ensemble de réglementation aussi au niveau de la fiabilisation, de la sécurité. Peut-être tu peux nous en dire un mot, ou ta vision du futur globalement aussi ? Oui, donc juste avant de parler de la vision du futur, je pense j'aurais parlé de 3 prérequis qui me semblent indispensables pour le développement. Alors là, je vais focaliser sur l'IA générative parce que c'est le sujet du moment. Moi, je vois 3 prérequis. Donc d'abord, c'est la fiabilité des réponses apportées. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Donc comment on y travaille ? Donc le point numéro 1, tu le citais, c'est la data. Donc c'est la qualité des data. Donc chez Zion, c'est pour ça qu'on a choisi de développer notre propre intelligence artificielle avec nos propres données, en l'occurrence les données de nos clients, et aucune externalisation, aucune donnée qui est absorbée du web public. C'est bien, ça ne suffit pas. Ça améliore quand même beaucoup la qualité des réponses, mais ce n'est pas suffisant. Donc on travaille aussi sur des approches hybrides de technologies, c'est-à-dire de l'IA générative contrôlée par des IA de quality monitoring en temps réel. Donc sans rentrer dans le détail absolu, c'est comment on peut s'assurer qu'une IA vérifie que l'IA générative ne sort pas un peu du cadre avec des hallucinations qui, dans les domaines de la banque et l'assurance, ne seraient pas acceptables d'un point de vue réglementaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la sécurité, on n'a pas parlé. Mais la sécurité des systèmes d'information basés sur l'IA générative, c'est un vrai enjeu. Je vous recommande tous de télécharger la note qui est sortie de l'ANSSI le mois dernier, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Agence nationale. Et donc, en fait, les enjeux de fraude et de piratage, ils sont décuplés, c'est-à-dire qu'ils sont à hauteur de l'IA générative. Il y a beaucoup plus de failles possibles avec l'IA générative. Par exemple, pour être concret, l'injection, alors en textuel notamment, l'injection d'un prompt malicieux qui aurait vocation à extraire des données personnelles, donc ce qui est difficile à faire avec des technologies traditionnelles. Donc il faut aussi fixer ces problèmes de sécurité spécifiques à l'IA générative. Et puis il y a un troisième sujet, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'adoption.
Parce que finalement, si les conseillers ne veulent pas utiliser la technologie, on ne va pas aller très loin. Bon, pour les bots, ça marchera toujours, mais pour le conseiller, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a un travail de conduite de changement et, comme je disais, de penser des solutions qui, à la base, sont prévues pour travailler avec un humain, donc qui sont utiles, qui sont faciles à utiliser, qui sont fiables, qui ont la sécurité. Bon, ça, c'est les 3 prérequis qui permettent de développer en fait l'utilisation de l'IA générative. Cela étant dit, alors après, comment moi je vois l'avenir concrètement dans le domaine de Zion? Donc nous, les 3 sujets d'avenir, c'est les bots dits de 3e génération. Donc c'est-à-dire les bots avec de l'IA générative. Alors, je sais qu'ils sont déjà partiellement en production dans le texte, hein, partiellement, pour ces problèmes d'hallucination. Nous, on travaille sur des bots vocaux avec de l'IA générative. Donc ça sera la grosse révolution. C'est quand on parlera, on pourra parler, parce que je disais tout à l'heure, les gens veulent parler, mais là, ils parleront à une IA générative sur des sujets complexes. Donc on pense être prêt d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Deuxièmement, c'est le développement de l'agent assisté. Donc on en parle depuis très très longtemps, mais concrètement, on n'en est pas tout à fait là encore sur le terrain, c'est-à-dire l'accompagnement en temps réel du conseiller, avec des propositions de réponse, hein, du pré-remplissage. Bon, je sais qu'il y a des expérimentations, mais vraiment, il faut que ça fonctionne. Hein, on y arrive, mais on n'est pas tout à fait là. Et puis le troisième et dernier sujet, je pense, c'est le multicanal, on n'a pas parlé, c'est-à-dire que le développement d'IA générative multicanal, qui permettront, par exemple, dans le domaine, je vais prendre un exemple très concret, la déclaration de sinistre. On peut imaginer avec son smartphone qu'on est en train de parler avec son gestionnaire d'assurance, de faire une capture de l'image de son appartement, de sa maison avec un dégât des eaux, pour montrer qu'il faut faire intervenir un entrepreneur, prendre des photos d'un certain nombre de pièces ou de dégâts qui serviront à constituer le dossier, et tout ça dans une même IA générative qui gère l'ensemble des canaux. Voilà. Donc ça ouvrira des nouveaux cas possibles d'automatisation. Ok. Merci beaucoup. Annie, sur Persado, donc on voit que l'IA générative se développe à vitesse grand V, donc elle va continuer probablement, mais le sujet, c'est aussi que les banques doivent utiliser à plein les fonctionnalités qui sont à leur disposition, modulo, bien sûr, la fiabilité, sécurité. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est déjà une tendance très intéressante. D'ailleurs, juste avant de commenter là-dessus, je voulais revenir sur un des commentaires qui a été fait précédemment, tout à fait en phase. Hein, l'IA au support de l'humain et copilote de l'humain, d'ailleurs, certaines grosses tech appelaient même son IA générative copilot. Donc on est tout à fait en phase là-dessus. Et sur la partie recouvrement, juste pour illustrer ça aussi, nous travaillons avec un très grand acteur en France qui utilise l'IA Persado pour le recouvrement. C'est-à-dire que même pour les emails et SMS, pour le recouvrement, justement pour des sujets a priori à friction, se dit mais comment parler de la façon la plus pertinente et la plus adéquate pour maximiser les paiements. Voilà. Donc ça c'est juste une petite illustration. Donc c'est vrai que quand on regarde devant, ce qu'on observe c'est qu'après l'effet d'aubaine qu'on a vu depuis 1 an et demi autour de l'IA générative et qui a été quand même adopté relativement massivement par de nombreuses banques, et on le voit, et à raison, ben on observe qu'après cette premier effet d'aubaine, on s'est dit, tiens, ça va être très intéressant pour ma productivité. Là maintenant, ce qu'on observe, et nous ça nous arrange beaucoup, mais on nous demande à ce que l'IA générative produise de la performance. Et non seulement de la performance, mais ensuite ce qu'on nous demande, c'est, comme ce qui vient d'être dit à l'instant, de la compliance, la conformité. Alors, nous, il se trouve qu'on est né dans le système bancaire, c'est-à-dire on est né, on a nativement au départ, on a commencé à travailler avec des banques pour servir des banques. Et ce qui fait que, moi j'ajouterais d'autres éléments sur les critères, c'est une IA générative peut être véritablement au service de l'humain et avoir un impact fort en termes de productivité, en termes de performance et en termes de compliance, dès lors qu'elle répond à 4 critères. Le premier, c'est effectivement pas d'hallucination. Et ça tombe bien, parce qu'à partir du moment où vous mettez un humain dans la chaîne qui va vérifier ce qui est... bon, là, vous vous prémunissez des hallucinations. Deuxièmement, pas de problème de copyright. Et ça, c'est fondamental. Et effectivement, on sont confrontés à cette problématique de copyright. Peut-être qu'ils vont la régler, mais toutes ces IA génératives qui ont aspiré le web. Moi, je suis assez confiant sur le fait qu'ils vont trouver une solution. Mais en tout cas, elle n'existe pas encore. Le troisième élément, c'est des données à caractère personnel. Ne pas se retrouver effectivement en risque. Des grandes banques ne peuvent pas se retrouver en risque parce que leur IA générative a traité ou à un moment a aspiré des données à caractère personnel. Et enfin, le dernier élément, c'est le biais, hein, que l'IA générative ne produise pas quelque chose qui soit biaisé. Alors, nous, comme je vous disais
disais, on a la chance, vu qu'on a été, on va dire, banque native, d'avoir coché ces 4 cases et de cocher ces 4 cases. Ce qui fait que la tendance qu'on observe, de notre point de vue, va vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire plus de rigueur, plus de précision et même plus de contraintes sur les IA génératives utilisées dans les banques. Quelque part, nous, ça nous arrange d'un point de vue purement business, mais on pense que ça va véritablement dans le bon sens. Donc, juste un dernier commentaire aussi là-dessus. Ce qu'on observe aussi, parce que comme je vous disais, on travaille avec de nombreuses banques qui sont sur le même marché, on observe la puissance et la création de valeur produite par l'emploi d'IA générative domaine spécifique comme celle de Persado, entre celles qui utilisent des IA génératives de cette nature et celles qui ne l'utilisent pas. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas simplement en termes d'impact business, mais aussi en termes d'accélération de la transformation interne. C'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui nous disent, non seulement ça délivre, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été un catalyseur sur notre transformation digitale. Donc voilà, je partage simplement ce dernier commentaire parce que c'est un retour que nous avons et qui, je pense, est sain. Et moi, rien ne mérite plus que quand j'entends, oui, nous, les banques françaises, on est plus en retard que ce que font les Américains. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Donc, je tiens à le préciser. Voilà. On va finir sur cette bonne nouvelle. Merci à tous. Je vois que l'humain a toujours sa place, donc il n'y a pas à sauver le soldat Ryan, mais il va toujours bien être là avec toutes les nouvelles technologies digitales, IA générative, et que ce seront des copilotes, mais le vrai pilote reste l'homme derrière tout ça. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions dans la salle, on a le temps. Donc, je dois vous passer le micro pour que ce soit pris la captation. Merci beaucoup. Bonjour, Anna Samalotova, de la société Next Consulting. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'humain, donc on ne va pas sauver le soldat Ryan, mais ma question, c'est l'humain est là, mais combien d'humains on garde finalement? Parce qu'il y a quand même cette question d'optimisation. Et donc, quel est votre avis? On a vu des chiffres des McKinsey, Gartner, BCG, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez des chiffres, des prévisions à faire. Oui, ça me fait penser à, tu disais, Tony, vous êtes passé de 80% d'appels à 20%. Est-ce que vous avez gardé le même nombre de TP? Alors, je ne vais pas parler d'un concurrent qui s'appelle Klarna qui a fait une belle annonce là-dessus en disant qu'il avait gapé énormément de TP à travers cette technologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de notre modèle commercial, on a une croissance à 2 chiffres sur la partie BNPL, donc le paiement fractionné, a forcément fait évoluer notre portefeuille client et marchand et aussi nos interactions. Et oui, le téléphone aujourd'hui est beaucoup moins utilisé. Encore une fois, il est utilisé à des moments très précis. Et le reste du temps, on est plutôt sur une digitalisation avec des traitements simultanés. Par contre, en termes de TP, on n'a pas absolument décroît. Il n'y a pas eu de décroissance humaine. Au contraire, on a recruté. On a renforcé, parce qu'au contraire, on a ce qu'on appelle des marchés de niche aussi. On a mis en place des nouvelles activités. Je pense notamment à l'assurance, qu'on travaille énormément chez Floa, ou au coaching budgétaire, à la solvabilité de nos clients, à l'anti-attrition aussi, à la fidélisation, à l'avant-vente, à la conversion produit, là où nos agents n'avaient pas suffisamment de temps avant pour pouvoir se permettre, et on les connaît, les objectifs de productivité horaire. Je vois un de mes partenaires d'ailleurs juste en face de moi, il pourrait en parler aussi, mais on est plutôt, grâce à la technologie, à retrouver du temps pour nos agents et à le passer un peu plus avec nos clients. Et donc aussi à détecter des nouvelles business units, des nouvelles propositions de valeur, des nouvelles offres aussi à proposer. Et donc on n'a pas aujourd'hui, je ne dis pas demain, mais on n'a pas aujourd'hui touché à l'équilibre. Par contre, effectivement, avec l'évolution technologique et ce game changer, ça peut effectivement arriver où, pour des raisons économiques ou tout simplement par inappétence, il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, les chatbots avaient une très mauvaise publicité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. L'IA générative sera certainement aussi dans la même mouvance. Les nouvelles générations de nos enfants utiliseront de plus en plus aussi des agents virtuels. Il faudra rééquilibrer en fait les modèles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hybridation est plutôt gagnant-gagnant. Mais dans un avenir futur, peut-être à 10-15 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc il n'y a pas de réduction de TP, mais le gâteau devient plus gros. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Oui. Oui, je travaille à la Banque Postale. Je voulais savoir, Monsieur Ramzi, sur vos propositions de contenu validées donc en amont par la banque. Je pense que c'est facile à mettre en place sur de l'écrit. Sur de l'oral et des appels entrants, c'est peut-être moins évident à mettre en place. Donc, ma question, elle est comment vous articulez cette prise en compte de ces contenus tout en laissant l'initiative indispensable au chargé qui doit aussi rentrer dans une interaction. Oui, tout à fait. Nous, ce sur quoi on agit, c'est précisément les contenus écrits. Mais il se trouve que quand vous agissez sur les contenus écrits, vous appliquez cette technologie, vous dérivez des insights très intéressants qui peuvent alimenter à la fois par exemple des départements communication ou des call centers pour dire ben, regardez sur votre clientèle tel type de segment ou tel autre type de segment, par exemple, voilà les émotions qui résonnent le plus. Et on le fait avec un de nos très gros clients ici en France, massif, qui utilise les insights Persado pour s'asseoir avec leur agence de communication et dire à l'agence de communication, écoute, regarde ce qui ressort de l'intelligence artificielle appliquée au quotidien sur nos canaux digitaux, email, SMS, site web et autres. Regarde ces insights, inspire-toi de ces insights et ajuste en conséquence mes campagnes offline. Les éléments de langage, du coup. Oui, ouais. Par ailleurs. Et il peut se produire le même phénomène d'alimentation avec des call centers. Mais je vous rejoins tout à fait. Dans ce cas-là, vous ne le faites pas en temps réel. C'est juste une indication qui est... Nous, notre corps d'activité, il est vraiment sur la partie digitale. Oui, mais vous soulevez un point. Peut-être un mot de Zion sur le sujet. Oui, parce que la Banque Postale. Oui, j'avais cité la Banque Postale, qui est un client officiellement de Zion. Nous, on fait du temps réel. Donc, on a commencé sur un premier use case dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui s'appelle le résumé, enfin, c'est l'autosommerie, le résumé automatique d'appel en temps réel, à la fin de l'appel. Voilà, concrètement, donc à la fin de l'appel, on a la qualification automatique de l'appel, le résumé, les actions, l'analyse du sentiment. Tout ça, ça tombe en temps réel, on le fait à la fin de l'appel. Et le conseiller a la possibilité de modifier, avec un système human in the loop, une petite interface qui lui permet de modifier la qualification ou le résumé s'il le souhaite. Donc ça fonctionne déjà sur un certain nombre de clients qui ont communiqué avec nous cette année, dans les dernières semaines. Donc il y a une solution très innovante. Je disais tout à l'heure, on est en train de réfléchir à la suite, c'est-à-dire l'agent augmenté. Et pour ça, on veut y aller doucement mais sûrement, parce qu'à partir du moment où on va commencer à interagir pendant la conversation, il ne s'agit pas de perturber le conseiller. Il faut être certain que les informations qu'on lui communique d'abord sont bonnes, qu'elles sont pertinentes, qu'elles ne vont pas le déranger. Et donc, on va travailler des expérimentations avec les premiers clients qui ont commencé par le résumé après l'appel, pour commencer à l'aider le conseiller pendant l'appel. Voilà, avec une cible pour nous de faire ces premières expérimentations au début de l'année prochaine. Oui, alors juste un tout dernier mot, parce qu'on est tendu par... Oui, et puis... Pour répondre aussi à votre question, effectivement, vous avez des solutions en temps réel très bien. Là où on est aussi sollicité d'agir sur les SVI. Vous voyez, pour maximiser le self-care, on nous demande de retravailler la sémantique du SVI. Donc la machine retravaille la sémantique du SVI, effectivement maximiser le self-care et moins d'appels qui terminent au call center. Donc, vous voyez, ce sont sur la chaîne de traitement, on agit à des points différents. Merci à tous. C'était un plaisir d'animer la table ronde. J'espère que ça vous a plu. Et bonne journée à tous.